Merci à vous, d'être là ce soir, donc pour, notre première rencontre alumni étudiants. Certes sur un format un peu particulier cette année, mais, avec autant de réussite que celles des années, précédentes, on l'espère. Donc je vais Petit problème technique, voilà. Je vais, vous présenter le déroulement très rapidement alors avant de commencer, la rencontre. Donc, les intervenants, vont se présenter à tour de rôle, donc 5 à 10 minutes. Ensuite, une première phase de questions-réponses. Donc vous pouvez soit activer vos micros si vous le souhaitez, soit, mettre les questions sur le chat et on se chargera de les poser. Et ensuite, une deuxième phase d'échange libre et là, vous pourriez poser, les questions, échanger avec les intervenants, comme vous le souhaitez. Donc on va commencer directement avec Amir Sima. Amir Sima, c'est à toi. Bonjour tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien. Oui. Ok. Bon bah j'ai l'honneur d'ouvrir le bal ce soir. Donc du coup je vais commencer par me présenter. Moi j'ai obtenu mon master en 2018, c'est un master ISI, donc ingénierie pour les systèmes intelligents. Et j'étais plutôt spécialisé en traitement de signal, à savoir traitement d'image et traitement du son. Euh, alors, j'ai une petite présentation, du coup je sais pas si je peux tenter de la présenter, Bien sûr, oui. c'est vraiment pas grand-chose, hein, Tu veux partager ton écran, c'est ça? si c'est possible, ouais. Oui, OK. c'est bon. C'est Jérôme te demande. Ok. Alors, ça a marché? Je sais pas si on peut partager en même temps, tous les 2, normalement, oui. À mon avis, il faudrait que tu coupes ton partage d'écran, du coup, mais... OK. On peut choisir quel écran on regarde. Ah, pop. Les deux qui étaient possibles. Donc, ouais, vous me dites hein, Oui, c'est bon. dès que ça a l'air d'être bon. Génial, ok. Bon, bah, c'est vraiment pas grand-chose, hein, c'est juste pour avoir un petit support pour cette présentation. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai obtenu mon master en 2018. Et du coup, avant de commencer à vous présenter mon parcours, je vais essayer de vous faire un petit rappel de ce que serait pour moi l'objectif de ces présentations que vous allez avoir tout au long du déroulement des différents alumni. Donc pour moi, l'objectif principal serait pour vous, en plus d'écouter nos expériences, d'essayer de récupérer, on va dire, les similarités et les singularités qu'il y a dans les différents parcours et les problématiques qu'on aura eu tout au long de notre parcours professionnel. Donc sachant que s'il y a des points qui se répéteront, bah, ça sera synonyme de problèmes que vous risquez potentiellement d'avoir. Et au contraire, vous allez avoir certaines singularités qui ne vont pas se présenter pour d'autres étudiants. Et dans ce cas-là, ce serait également intéressant de savoir comment est-ce que nous, on avait fait pour ce genre de situation-là. Donc du coup, globalement, pour la majorité d'entre vous, après avoir obtenu votre diplôme, vous allez ressembler à ça. Donc un tout petit... vous allez juste être diplômé sans savoir exactement vers où vous vous dirigerez. Il y en a qui vont du coup avoir leur job directement après leur stage de M2, qui est donc un stage de 6 mois que je pense que vous allez tous faire. D'autres auront été en alternance, donc auront déjà été très bien installés dans le professionnel. D'autres iront en thèse, d'autres trouveront du boulot. D'autres feront une année sabbatique, d'autres feront un master. Donc il y a vraiment énormément de voies différentes. Et d'après mon expérience personnelle, d'après les différents collègues que j'ai, j'estime aujourd'hui qu'il n'y a pas de mauvaise voie en fait. Il y aura pas quelqu'un qui va mieux réussir, quelqu'un qui va trouver la meilleure chose ou pas. Et ça, je vais arriver à la fin pour vous expliquer pourquoi est-ce que je suis arrivé à cette conclusion. Donc du coup, pour mon parcours, moi j'ai obtenu un job 6 mois après avoir eu mon diplôme. Donc c'était en février. J'avais fait ma soutenance en octobre. Donc ça fait un peu moins de 6 mois en fait, mais à peu près voilà. Et j'ai rejoint une boîte de consulting qui s'appelle OSI. Donc, je pense que vous devez connaître les boîtes de consulting. C'est des boîtes qui recrutent des ingénieurs, la plupart fraîchement diplômés. Et en fait, cette boîte-là
va se charger pour vous de vous trouver des missions dans d'autres boîtes. En l'occurrence, moi, ils avaient réussi à me trouver une mission à Thales, donc j'étais à Rungis, je faisais du gestion de contrôle aérien, et pendant 2 ans à peu près, j'ai été du coup ingénieur consultant à Thales. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de changer de métier. Et aujourd'hui, du coup, je travaille chez Trapil, qui est une société spécialisée dans les transports d'hydrocarbures, du pétrole. Et donc voilà, j'y suis en tant qu'ingénieur en électronique. Donc ça s'éloigne un peu de mon master, mais ça se rapproche de ma licence. Donc voilà, je pourrais vous préciser plus en détail ce que je fais dans cette boîte, mais globalement, c'est une boîte où il y a des gens très photogéniques sur le site. Voilà pour ça. Donc encore une fois, je pense que vers la fin, dans les questions-réponses, je pourrais vous donner plus de précisions sur ce que je fais exactement. Mais ce que je trouverais intéressant de partager dans un premier temps, c'est mon ultime conseil par rapport à tout ça. C'est vraiment, c'est un peu dit bizarrement, mais faites bien votre travail en fait. Soyez bon dans ce que vous faites quand on vous demande de faire quelque chose. Enfin, j'estime en tout cas en tant que débutant, même si ce n'est pas quelque chose que vous aimez, même si c'est pas le métier de rêve qu'on vous a promis quand vous avez voulu avoir votre diplôme, même si c'est pas exactement ce que vous voulez faire, faites bien votre travail et bon, croyez-moi du coup de mon expérience, ça se fera ressentir en fait quand vous faites bien ce qu'on vous demande de faire, quand vous êtes efficace, quand vous faites le boulot demandé, ça se ressent, ça remonte assez rapidement et vous verrez en fait les conséquences à venir assez rapidement. Moi, par exemple, quand j'avais eu l'opportunité de rejoindre Trapil, j'avais au même moment Thales qui voulait me garder en interne. Et je me rappelle à l'époque où j'avais obtenu mon diplôme, on me disait que être ingénieur consultant, c'est globalement moins bien que être directement chez le client final. Ce qui en soit plutôt vrai. Il y a plus d'avantages à être chez le client final qu'à être chez une boîte de consulting. Mais en fait, en faisant bien mon travail, j'estime que l'opportunité s'est présentée assez rapidement. Et donc, du coup, si jamais, après l'obtention de votre diplôme, vous vous trouvez dans une situation où vous avez un travail qui ne correspond pas exactement à ce que vous aurez voulu faire, moi, je vous conseille quand même de bien faire votre travail et je pense que vous en récolterez les fruits assez rapidement. Donc voilà, j'ai fini ma présentation aussi. Tout grand chose à dire. Merci, Ma. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait des premières questions pour Amersena? Oui, je suis à l'écoute. On va attendre quelques minutes. Il y a des personnes qui En écrire. formuler leurs questions. Du coup, je vais peut-être poser une question, parce que je me dis... tu as postulé à beaucoup de boîtes ou est-ce que tu as été recruté sur ton profil directement? Je me rappelle que j'avais fait une candidature spontanée quand j'étais recruté à Osier. Mais sinon, oui, en fait, je postulais on va dire que j'avais pas énormément de critères de sélection, donc du coup, je postulais un peu partout et j'ai pris au final celui qui a répondu en premier. Alors c'est quand j'ai celui qui a avancé le mieux, celui avec lequel ça se passait le mieux, avec le recruteur notamment, j'ai accepté l'offre avec cette boîte-là. De rien. Ok, merci. Théo, est-ce que tu auras besoin de partager ton écran également ou est-ce que Oui. ça va? Ok, bah, du coup, je te laisse la main directement. Parce qu'on ne fait pas trop de va-et-vient. Tout le monde voit, c'est bon? Oui, c'est tout. Eh bien, parfait. Alors, attendez. Non, c'est ça que tu veux. On va faire avec. Donc, c'est à moi, c'est ça?
C'est ça. Alors, bonjour. Merci pour l'invitation déjà. Alors, moi, je suis Théo Benkovic. Pour retracer rapidement mon parcours, j'ai été en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Saint-Louis. Et après, je suis arrivé à Sorbonne Université où j'ai fait une licence d'ingénierie mécanique, major mécanique, mineur électronique. Et après, le master sciences pour ingénieur, première année mécanique des fluides, fondement et application, qui est la première année commune pour mécanique des fluides. Et la deuxième année, vous avez le choix entre 3 spécialités, aérodynamique, hydrodynamique et fluid mechanics. Moi, j'ai choisi fluid mechanics, qui est une spécialité en anglais, en partenariat avec l'école polytechnique et qui vous oriente directement vers la recherche et vers une thèse. Ce que je fais maintenant, je suis en thèse toujours à Sorbonne Université, à l'Institut d'Alembert, avec Philippe Drouot et Jean-François Krasinski, et je m'intéresse aux écoulements, à la caractérisation expérimentale d'écoulement turbulent issu d'une interaction de jets turbulents, dont je vais vous parler un petit peu, parce que je crois que mon parcours est assez intéressant, parce que personne n'aura le même, je pense. En fait, je crois que ce qui est le plus important dans les masters, ce sont les stages. Ce sont les stages qui vous orientent vers un domaine ou pas. C'est le stage qui vous permettra de choisir, de vous rendre compte si vous aimez un domaine ou pas. Et j'ai eu la chance de faire mon stage d'EM1 directement sur un sujet qui m'a intéressé, qui est la mesure optique dans les écoulements turbulents. En fait, ça revient à ensemencer un écoulement avec des petites particules passives, donc qui ne modifient pas l'écoulement. Ce sont des gouttes d'huile, en fait, qu'on vient illuminer avec un laser, et on prend ces images de particules en photo à différents instants. Et le but de toutes ces méthodes de mesure optique, c'est de reconstruire le champ de vitesse des particules, et donc de l'écoulement, entre les 2 instants. Dans mon stage de M1, on avait travaillé sur une méthode qui s'appelle la PTV, qui revient à suivre chaque goutte, en fait, d'une image à l'autre. Et on a eu la chance de publier un article sur ce stage, parce qu'on a trouvé, allez, je vais me vanter un peu, j'ai trouvé une méthode de suivi de particules qui marche très bien quand il y a beaucoup de particules, et c'est ce qu'on veut, parce que plus il y a de particules, plus on a d'informations sur l'écoulement. Ce stage m'a tellement intéressé que j'ai refait mon stage de deuxième année avec les mêmes, sur le même sujet à peu près. Cette fois, on utilise une autre méthode de mesure optique qui s'appelle le flow optique, l'optical flow en anglais, qui est une méthode qui vient de la spécialité de mon camarade qui vient juste de parler, parce que c'est une méthode qui vient des roboticiens, de l'électronique et plus spécialement de la vision par ordinateur, où il s'agit de suivre des voitures, par exemple, des objets de la vraie vie, qui reposent sur un problème de minimisation. Bon, c'est des maths. On essaie de résoudre l'équation de transport de l'intensité lumineuse. Ce genre de méthode ne marchait pas trop. Je suis en train de travailler pour essayer que ça marche, mais ça a quand même l'avantage d'avoir une information plus régulière que la PTV. Et donc, j'en viens à mon sujet de thèse, puisque j'ai eu la chance d'être accepté en thèse avec donc mes tuteurs de stage sur le même sujet, où en fait, on continue de développer ces méthodes pour venir caractériser les plus petites échelles des écoulements turbulents qui sont capitales, parce que c'est là que, pour les plus connaisseurs, se font les transferts d'énergie et la dissipation en énergie. Et le but, c'est d'appliquer ces méthodes à un écoulement expérimental sur lequel je travaille aussi, qui revient à étudier, c'est là que je pousse le chat de ce côté-là, sinon on ne voit rien, qui revient à étudier donc, des interactions de jets opposés. Vous voyez qu'ici, c'est donc la manip. Vous avez 6G en haut, 6G en bas qui se rencontrent au milieu de la cuve. Et le but, c'est d'appliquer donc, ces méthodes de mesure optique à ce genre d'écoulement. Donc, moi, je vous disais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber directement sur un sujet passionnant. Et je crois que c'est aussi l'intérêt de ce qu'on est en train de faire en ce moment tous ensemble, c'est de forcer la chance et de trouver des occasions, de trouver des opportunités. Et en parlant d'opportunités, il y a certains d'entre vous qui sont intéressés par ce sujet, on propose un sujet de stage à destination des premières ou des deuxièmes années de master, que ce soit en maths ou
en mécanique des fluides. Voilà, merci. Merci Théo. Alors, Excusez-moi, j'ai une question. En fait, j'aimerais bien savoir comment se déroule la journée type au début d'un doctorat, vers les débuts d'un doctorat. Au début alors, je vais vous dire que ça dépend. Moi, comme j'ai fait mes stages sur le sujet de thèse, le début du doctorat, en fait, c'est la continuité du stage. Quand vous commencez un doctorat, vous commencez par faire beaucoup de bibliographie. Tout le monde doit en passer par là, parce que vous vous intéressez à un sujet qui a déjà été traité par beaucoup de vos collègues à travers le monde. Je crois que le slogan de Google Scholar qui repère toute la littérature scientifique, c'est perché sur les épaules d'un géant, quelque chose comme ça, pour vous montrer que la recherche scientifique ne fait que continuer la recherche scientifique de vos prédécesseurs et de vos collègues. Donc, je m'écarte, mais le début d'un doctorat, oui, ça revient à faire beaucoup de bibliographie. Vous allez rentrer dans votre thèse sans savoir du tout ce que vous faites. Et j'imagine qu'à la fin de la thèse, on en sait un peu plus. Ok, merci. Moi, j'ai une question à propos de... Parce que vous avez parlé du traitement optique, que ce soit pour tracer les particules, molécules, ou alors faire du flot optique. Parce que justement, en projet de C, enfin de programmation, on avait pour sujet le flux optique, notamment avec Ornn Schenk. Et justement, je voulais savoir, notamment avec alors Amir Sina, je ne sais pas si c'est votre nom ou prénom, et pour vous aussi, est-ce que vous faites beaucoup d'informatique à ce niveau-là, pour que ce soit pour le traitement d'image ou alors vraiment pour la théorie, ou alors vraiment, ou est-ce que c'est, comment dire, plus, comme on a l'habitude de faire en licence sur papier, vraiment de travailler en programmation et en essayant de numériser au maximum et de simuler les projets? Alors, moi, dans ma thèse, il y a deux parties. Il y a une partie expérimentale, mais il y a surtout une partie développement de méthodes. C'est vrai que pour développer des méthodes, il faut d'abord passer par l'écrit, il faut penser à la théorie, il faut faire des maths. Et après, il y a quand même une grosse partie, effectivement, développement de code et codage des algorithmes et des méthodes. Oui. Et du coup, juste pour compléter, la manière dont tu travailleras du coup en licence, dès la licence et jusqu'à ton master, en fait, ça suffira en fait pour développer tes propres algorithmes. Donc la chaîne où tu commences sur papier et tu fais sur algorithme, sauf si jamais tu fais du big data. C'est, on va dire, la seule nuance. Si tu fais du big data, là, il y aura des méthodes, on va dire, un peu plus spécifiques à utiliser, un peu plus complexes que faire un algorithme sur MATLAB, Python ou autre en fonction de tes besoins. Mais sinon, oui, c'est semblable à ce que tu feras en licence et en master. Okay, merci. Et du coup, par rapport justement au code, tout simplement, je voulais savoir, en tant qu'ingénieur et en tant que doctorant, du coup, vous travaillez sur quel langage de manière la plus fréquente? Il y a demandé l'ingénieur en premier, je te laisse. D'accord. Vu que j'ai fait 2 boîtes, le langage qui est revenu systématiquement sur les 2 boîtes, c'était Python. Donc Python, en fait, c'est un langage que tu peux utiliser assez rapidement. Quand tu as besoin de faire un petit code pour répondre à un besoin, c'est souvent Python qu'on utilise. Sinon ensuite, on va dire, je mettrais C++ et Java en deuxième position. Et MATLAB, c'est vraiment en fonction des besoins que je le mettrai par la suite. Mais Python, c'est vraiment quelque chose que tu auras quasiment, j'ai envie de dire, systématiquement. En nuançant encore une fois, mais voilà. Alors, moi, j'utilise MATLAB. Il y a beaucoup, dans la recherche publique, généralement, on utilise, il y a 2 grands choix, c'est MATLAB ou Python. Jusqu'à présent, on utilisait MATLAB parce que Python gérait très mal, jusqu'à encore il y a quelques années, le calcul parallélisable. En fait, il n'arrivait pas à distribuer le calcul sur plusieurs cœurs. Maintenant, il y arrive. La seule différence qu'il y a maintenant entre les deux, c'est que MATLAB, c'est payant, que Python, c'est gratuit.
mais c'est l'université qui paye nos licences MATLAB. Donc, pour l'instant, on continue d'utiliser MATLAB. Il y a de plus en plus de chercheurs qui se mettent à utiliser Python. Pour l'instant, c'est MATLAB. C'est aussi beaucoup de code de la littérature qui existent sous MATLAB. C'est aussi l'intérêt d'utiliser encore MATLAB aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Ok, donc je pense qu'on va continuer. Je vois que Cécile est là, c'est parfait. Cécile, est-ce que tu as besoin de partager ton écran? Non, parce que moi, j'ai rien à présenter. Ok, bah t'inquiète, je m'en charge. Quand mon PC aura décidé. Ouais, c'est bon. Dites-moi si c'est bon. Oui. Ok, donc Cécile, c'est à toi. Ok. Bah, je sais pas ce que les autres ont présenté ou ont dit. Je suis un peu arrivée en retard, je m'excuse. Si c'est pour présenter mon stage, du coup, moi, j'étais chez Framatome, dans un département qui fait essentiellement du calcul mécanique. Il y a un peu de thermo aussi. Quoi dire, bah, moi aussi, c'était du code, mais pas Python, c'était Custom, parce que Framatome travaille pas mal quand même avec le CEA. Et on connaît tous l'amour entre le Custom et le CEA et ceux qui le développent. Du coup, j'ai eu la chance de travailler avec un de nos professeurs de la fac qui était en partenariat avec le CEA. Du coup, ouais, j'ai fait du coup 6 mois sur Custom, j'ai fait que ça. Le but, c'était de reprendre un code qui était laissé à l'abandon sous Custom, qui fait du calcul d'usure sous vibration dans une certaine partie du générateur de vapeur. Et j'ai pas fini mon stage en fait. Ça s'est fini avec la conclusion qui était de dire qu'il fallait faire davantage d'essais au sein de Framatome pour pouvoir avoir des bases et des chiffres pour valider les évolutions du code. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, vu que j'ai été embauchée et que ça les arrangeait bien d'avoir quelqu'un qui veuille se lancer là-dedans. En vrai, je voulais pas vraiment, hein, mais c'était juste que d'avoir un boulot dans une équipe sympa à la Défense, c'était assez pratique. Du coup, je suis restée. Et encore aujourd'hui, je suis encore dans le même mood de 4e avec le CEA et les essais. Et si aujourd'hui il y a des gens qui ont des questions sur Castem, j'ai des bons tuyaux au CEA. Je sais pas si ça a encore enseigné Castem à la fac. J'ai cru comprendre que. Si, c'est enseigné. On a fait un projet dessus cette année en MS2. Ouais. Je vois. Ouais. C'est toujours ou pas Benoît Prabel qui fait les cours ou pas? Non, c'était Julien, je me souviens plus de son nom, mais c'était pas la même personne. Et il y avait aussi un ingénieur de chez Framatome, Walid Amouche, qui s'occupait de la partie projet tuyauterie. Ouais, non, tuyauterie, je suis pas dans cette partie-là. Ok. Bah, nous, on a eu l'ingénieur du CEA et les autres, ils ont eu l'ingénieur de Framatome. D'accord, ouais, bah, je sais pas, visiblement au CEA, ils travaillent bien avec la fac. Ça les arrange bien comme rythme de travail. Je ne sais pas si vous avez des questions sur évidemment, est-ce que ça embauche chez Framatome? Je vais vous dire que non. Hein. Clairement, nous, dans notre département, on est en sous-charge et en tout cas dans ma section, ils galèrent à nous filer du taf.
clairement, moi là, en ce moment, je fais 100% de la R&D parce qu'il y a encore un peu de budget dessus, mais sur les études, en ce moment, c'est un peu mort. Du coup, même là, on a un ou deux stagiaires cet été. Il y en a un et c'est un stage bidon, quoi. C'est parce qu'il faut remplir un quota, mais niveau charge de travail, c'est compliqué. Et il y en a un, il a chopé un stage, mais le sujet, il est méchant, quoi. Je n'en aurais pas voulu. Hein. C'est d'ailleurs, c'est un sujet de stage avec un peu, c'est de la, comment ça s'appelle, les trucs des méthodes de calcul approximatif que tu fais en MS, ou faisais en MS2 avec Leblond. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Sinon, c'est à son âme. Je me souviens pas de quoi tu parles, mais... comment ça s'appelle? Jean-Baptiste Leblond. Oui, c'est le prof de rupture, oui. On l'a eu encore. Ouais, il développe, il a travaillé sur la méthode GFR pour calculer des évolutions de rupture. Et on a un sujet de stage cette année dans notre département dessus. Et c'est aussi un sujet de thèse qui a commencé à être lancé en partenariat avec des écoles. Je crois que c'est pas sorti à la fac. Mais du coup, tu es dans quel département, si je peux me permettre? Ouais, je suis dans générateur de vapeur. Oui, mais il y a plusieurs... du circuit secondaire d'une centrale. Ok, parce que moi aussi je travaille là-bas. C'est pour ça que je voulais savoir dans quelle section tu étais exactement, si c'est... Je pourrais te sortir le nom de la section, mais ça va pas te parler. DTI-MGM. Si, bah c'est la même. On travaille dans la même section, mais je t'ai jamais vu. Dans la même section? Oui. Alors moi, je suis dans le monde des petits. Bah, du coup, je suis la stagiaire de Hélène Moustaka. Je sais pas si ça te parle, mais... Ah mais si, t'étais IMGN. Oui. Ah ouais, t'es avec Vincent Dimitri. Je vais travailler avec Dimitri, la partie calcul, parce que ça va se scinder en deux, là. La fac chez Framatome. Oui. Et Hélène Moustaka, d'ailleurs, elle vient de MS2 aussi. Enfin, elle a fait le même master que nous, quoi. Bah, tu vas voir, on est plein de la fac dans le département. Ok. Bah, du coup, je t'ai jamais vu. Chez toi, non, mais du coup, chez DTI MGM, on est déjà... Attends. Je compte. 1, 2, 3. On est au moins 3 à être à venir de l'UPMC. Ok. Et tu verras si tu restes et si tu communiques avec les autres stagiaires, on a énormément qui viennent de l'UPMC. D'accord, ça marche. Et ben, du coup, bienvenue en tant que stagiaire chez Framatome. Comment? Bienvenue en tant que stagiaire chez Framatome, du coup. Oui. Bah, vous voyez, hein, la communication au sein d'un département, même si c'est des équipes qui ne sont pas énormes, c'est bof. Hein. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Cécile? Bon, moi j'en aurais, mais je pense que je vais laisser ça à la fin. Ok. Je pense qu'on pourra enchaîner avec le prochain intervenant. Je ne sais pas si Benoît est là. Visiblement. Donc, mais du coup, Pierre, c'est à toi. Je ne sais pas si tu auras besoin de présenter ton écran ou pas. J'ai pas de slide. Ok, parfait. Bah, du coup, vas-y. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Pierre Zarader. J'ai effectué tout mon parcours post-bac à Jussieu. J'ai fait une licence de méca, puis un master d'acoustique.
j'étais en parcours CMI, je ne sais pas si certains connaissent, c'est un cursus de master en ingénierie. En gros, en parallèle de notre cursus universitaire, licence master, on a des cours en plus, entrepreneuriat, gestion de projet, des trucs qui se rapprochent un peu des écoles d'ingé. Et puis un semestre à l'étranger que j'ai fait au Brésil, en L3. Donc si vous avez des questions aussi par rapport à ça, ce sera une joie de pouvoir en discuter. Actuellement, je suis en thèse, CIF, c'est-à-dire que je suis embauché en fait par une entreprise privée. Je suis à l'ISIR et au LIB. l'ISIR, c'est le laboratoire en pyramide de verre qui est près de la tour 65, peut-être que certains le connaissent. C'est un laboratoire de robotique. Et je suis aussi au LIB à Descartes, c'est un laboratoire d'imagerie biomédicale. En fait, on bosse sur un petit robot qui fait moins d'1 millimètre et on voudrait l'envoyer dans le cerveau pour détruire des tumeurs. Des tumeurs profondes ou un peu dans des endroits un peu compliqués que les neurochirurgiens ils peuvent pas atteindre. Et en fait, moi, mon sujet de thèse, c'est de localiser avec des ultrasons en temps réel ce petit robot qui doit donc aller dans des tumeurs, faire des prélèvements, déposer des agents chimiques. En fait, cette thèse, c'est la continuité d'un stage que j'ai pu faire à l'ISIR. Donc, en effet, pour rejoindre ce que disait Mas, j'ai oublié ton prénom. Je crois que non, c'est pas Thomas. Attends. C'est moi? Théo. Ah oui, Théo. Pour rejoindre ce que disait Théo, en effet, le stage, c'est assez important, en fait. Même le choix du master, parce que, pour le coup, moi, la licence, ça m'a pas spécialement plu. C'était peut-être un peu trop général pour moi. Et c'est vraiment en master que j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Et les stages, en fait, en effet, ça aide vraiment à savoir, à connaître un peu le domaine dans lequel on va s'orienter. Et quand ça se passe bien, l'avantage, c'est qu'on peut après poursuivre. Et on a déjà un contact avec ceux qui vont nous embaucher, avec le sujet. Et puis, on sait si ça va nous plaire, en fait. On n'y va pas à l'aveugle. Après, ça, c'est un peu le luxe, on va dire, de trouver un stage et de continuer après. Mais il y a une importance particulière, je pense, à accorder au choix de son master. Peut-être en discuter avec nous, déjà, qui avons peut-être fait des masters qui vous intéressent. Mais aussi avec les profs. Parce que pour avoir discuté avec certains profs qui sont mes encadrants, des chercheurs de certains labos, la licence, pareil, ça leur plaisait pas spécialement, c'était très général, ils n'avaient même pas forcément des bonnes notes, puis c'est en master qu'ils ont commencé à beaucoup aimer ce qu'ils faisaient et à s'éclater en fait réellement. Moi, c'est un peu ce sentiment que j'ai eu. Puis voilà pour mes conseils. Si vous avez certaines questions par rapport à mon stage de M1, je l'ai fait en acoustique du bâtiment. En fait, en master d'acoustique, en première année, on fait un peu de tout, même si on s'oriente quand même à travers les projets qu'on peut choisir. C'est surtout en M2 qu'on va choisir entre 3 grands domaines. Il y a l'acoustique pour la musique et l'audio, très spécialisé. Il y a un master pour l'acoustique du bâtiment. On va par exemple s'intéresser à des architectures particulières pour avoir une acoustique souhaitée. Par exemple, je sais qu'il y a un sujet de thèse qui a été ouvert sur la cathédrale Notre-Dame pour reconstruire l'acoustique de la salle principale. Et puis après, il y a le 3e master que j'ai choisi. C'est le master vraiment orienté physique, où on va faire des choses plus générales, on va se fermer moins de portes. Et on va, par exemple, comme je fais, on va faire de l'imagerie médicale, ce genre de choses. Moi, j'ai fait ce master, donc c'est un master qui m'a beaucoup plu. Les profs sont top. Je me suis régalé pendant 2 ans. Donc, je le conseille, hein, et même si je sais que les autres sont bien aussi, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci. Merci à toi, Pierre. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Dites-moi s'il y a des questions parce que je n'ai pas accès au chat. Non, il n'y en a pas, Anna. Okay. Moi, j'aurais une petite question. Vas-y. Oh, d'accord, moi. Parce que tu disais que tu repérais la position des petits robots avec des ultrasons, mais du coup, vous ne pouvez pas les piloter, enfin, influer sur la trajectoire.
Si, carrément. En fait, c'est des robots, c'est pas des petits robots qui vont naviguer naturellement dans les vaisseaux sanguins. C'est vraiment un robot qui fait 1 millimètre. Donc, il faut un petit moteur dedans et tout, tu vois. Et ça, c'est la partie robotique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des roboticiens qui bossent dessus. Et moi, je sais pas comment il fonctionne en réalité, le robot. Je connais à peu près les trucs qui me permettent, moi, de bosser à côté sur les capteurs que je peux mettre dessus, les possibilités. Mais c'est vraiment des chercheurs en robotique qui s'occupent de cet aspect. C'est pour ça que je suis rattaché à 2 labos, en fait. Je suis à l'ISIR, pour la partie vraiment robotique sur le robot, et au LIB, le laboratoire d'imagerie biomédicale, à Descartes, pour la partie vraiment imagerie médicale. Moi, ma spécialité, c'est plus l'imagerie médicale, hein. Je me pointe à l'ISIR dans le bureau des doctorants. En fait, je suis le seul à faire un truc qui n'a rien en commun avec tous les autres. Donc j'apprends beaucoup, c'est très intéressant. Ok, et moi ma question elle est un peu autre, mais tu connais Jean-Luc Zarader? Il est en lien avec toi ou c'est juste le nom de famille qui est hasardeusement? Non, c'est mon oncle. Ah d'accord, ok. Bon bah. Pourquoi ça a été un de tes profs? Oui, c'était un de mes profs en acoustique justement. Un traitement du signal plutôt, je crois. Oui, mais enfin, oui, pardon, je dis acoustique, c'est mécanique, mais ouais, traitement signal sonore. Ouais. Bah, en fait, c'est assez marrant. On s'est retrouvés dans le même. En fait, c'est lui qui m'a dit vas-y, viens à Jussieu, c'est cool, Jussieu. Quand j'étais en terminale, je savais pas où aller. Donc, j'ai postulé. Enfin, j'ai mis sur post-bac Jussieu. Puis, j'ai fait mon cursus tranquille. Lui, il avait pris électronique, moi, j'ai horreur de ça. Donc, je suis allé en méca. Et finalement, je me suis retrouvé dans son labo. Donc, maintenant, on est dans le même labo. C'est assez marrant. Alors qu'il y a 200 labos à Jussieu, on s'est retrouvés ensemble. Ok, génial. Bon bah, enchanté du coup. D'ailleurs, Benoît, je crois que j'ai vu que c'était un doctorant à l'ISIR aussi, mais pour le coup, je sais pas qui c'est. Malheureusement, avec tout le télétravail, on se croise même plus. Pour les doctorants, vous êtes en télétravail généralisé ou ça se passe comment complètement? À l'ISIR, il y a une grande salle. On est, je sais pas, je pense une douzaine dans la salle. Il y a une douzaine de bureaux. Mais on a un petit groupe WhatsApp où on essaye de limiter genre à 5-6 en présentiel. Okay. Moi, on n'est que 2 dans mon bureau à d'Alembert, c'est un acousticien d'ailleurs qui est avec moi. Donc, on fait pareil, on fait en sorte de ne pas être dans le bureau ensemble. Par contre, moi, je suis quand même amené à me déplacer souvent pour l'expérimenter, parce que les manips ne se font pas toutes seules. Ah, pareil, moi, je suis en manip en ce moment. Je vais au taf tous les jours. Ouais. Okay. Bon, s'il n'y a pas encore d'autres questions, on peut passer à l'intervention suivante. Mija, est-ce que tu es là? Oui. Je suis désolée si je pose des questions comme ça, je ne vois pas dans l'écran, donc je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Je suis là, je suis présent. Est-ce que tu aurais besoin de partager ton écran? Du coup, j'ai vu des intervenants avoir une présentation, alors j'en ai fait une rapidement à l'instant, qui résume un peu mon CV, on va dire. Donc je vais partager ça. Tac. Alors, moi, c'est Mija Frossard. Je crois que je suis le plus vieux ici, peut-être. Parce que sur les intervenants, je suis diplômé depuis 5 ans, alors que les autres, c'est 2 ans ou 1 an. C'est ça. Donc moi, j'ai... Pardon, ah non, c'était un écho. Donc moi, j'ai fait ex-UPMC, donc Sorbonne Université. D'abord, les licences de physique. Donc dans l'idée, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, je savais que je voulais m'orienter plutôt vers l'environnement et l'énergie. Donc je me suis dit, la licence de physique, donc en plus c'est physique et ses interfaces à l'époque, donc plutôt physique appliquée. Je me suis dit que ça allait me laisser des portes ouvertes. Jusqu'à ce que je choisisse le master. Donc, on connaît le choix du master de choix de master de la fac qui est quand même assez intéressant. Donc finalement, après, j'ai choisi le master de mécanique en énergie et en environnement. Et puis, du coup, pendant ce master, j'ai pu faire un stage au LIMSI, donc sur la modélisation des vortex éoliens.
Et puis mon stage de fin d'études à l'école des mines sur la modélisation énergétique et environnementale des bâtiments. Donc j'ai fait mon stage. Pendant cette période de stage, j'ai aussi cofondé l'AMSPI, donc l'AMI. Alors, excuse-moi, Mija, je vais te couper, mais je pense pas qu'on voit ton écran. Ah mince. Alors attends, je vais recommencer. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, pas encore. Je crois que Anna doit. Ouais, je pense qu'il faut que tu quittes ton partage. En haut de votre écran, vous avez un View Options et vous pouvez choisir quel écran vous voulez voir parmi tous ceux qui partagent. Okay. Là, c'est le prof de TD qui vous parle. Oui, c'est bon, effectivement. Ok, donc vous pouvez voir ma slide. Donc voilà, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'INParisTech sur un sujet qui m'a bien plu. Et puis donc pendant ce temps-là, j'ai cofondé l'AMSPI avec d'autres étudiants à ce moment-là. Donc c'est l'actuel AMI. Donc on pourra revenir là-dessus après sur pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, etc. Et après mon stage, j'étais au chômage pendant 4 mois, 5 mois. Donc pour moi, ça a été l'occasion de faire beaucoup d'activités avec l'asso, justement. Donc c'était plutôt bénéfique. Enfin, c'était pas une période que j'ai mal vécue parce que j'avais des activités à faire à côté. J'ai eu de la chance. Et après, le labo où j'avais été, où j'avais fait mon stage de fin d'études, m'a repris pour un poste d'ingénieur de recherche, avec dans l'idée de me proposer une thèse s'ils avaient des financements pour. Donc ce fut le cas. Donc après, j'ai pu poursuivre en doctorat, que j'ai terminé en septembre dernier, et après j'ai encore poursuivi dans le même labo en postdoc actuellement. Donc c'est un parcours, on va dire, de type recherche, laboratoire de recherche, assez confortable, puisque en fait, c'est vraiment dans la continuité de mon stage de fin d'études, donc ça rejoint un peu l'idée de bien choisir son stage de fin d'études, de M2. Voilà, si vous avez la chance de trouver un stage qui vous plaît, vous avez par la suite, si vous travaillez bien et si vous de poursuivre dans ce domaine-là, dans cette voie-là. Et donc c'est un peu, ça rejoint un peu la question aussi, si j'ai des conseils à donner, donc ça rejoint un peu l'idée de réseau, et c'est un peu à la base de pourquoi on a créé l'asso aussi, c'est bien comprendre que ça fonctionne en réseau en fait, et que quand vous allez vous intégrer dans dans une entreprise ou dans un labo, vous allez intégrer un réseau sans le savoir. Vos collègues, ils connaissent d'autres personnes, ils sont amis avec d'autres responsables dans d'autres entreprises, dans d'autres laboratoires, etc. Et donc, c'est un réseau que vous intégrez sans vraiment le savoir forcément. Et petit à petit, vous créez des relations dans ce réseau. Et c'est ce réseau qui va vous permettre de trouver d'autres opportunités par la suite. Donc, ça, on n'est pas forcément au courant à la fac. C'est pour ça que nous, on a créé cette association. C'est parce qu'on s'est rendu compte que par rapport aux écoles d'ingénieurs classiques, eux, ils avaient la force de ce réseau-là, en fait. Et ça les aidait complètement à trouver des stages, pendant que nous, on galérait en M2. Et donc voilà. Donc, ça, c'est assez important. Donc, le réseau, ça peut être celui de l'école, mais ça peut être aussi celui de vos futures opportunités professionnelles. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être plein de choses. Mais voilà, c'est une chose à savoir, sans forcément être trop cynique là-dessus et agir que dans un intérêt comme ça personnel. C'est juste, voilà, faut le savoir que ça marche beaucoup comme ça quand même. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions. Alors, moi j'ai une petite question pour toi. Donc, tu as travaillé en tant qu'ingénieur de recherche avant de commencer ton doctorat, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait assez souvent? Enfin, concrètement, comment ça s'est passé? Est-ce que la thèse, c'est quelque chose à laquelle tu pensais bien avant de commencer à travailler, ou alors c'est venu comme ça et t'as accepté? Alors la thèse, le choix de la thèse, moi,
j'avais pas, enfin, dans l'idée, j'étais ouvert à cette question. Genre, je pouvais faire une thèse. C'était pas quelque chose qui me repoussait ou c'était pas non plus, je voulais pas non plus faire une thèse pour faire une thèse. En l'occurrence, j'ai fait mon stage dans ce labo. Les gens étaient sympas, le chef était sympa, le sujet m'intéressait et j'aimais bien ce que je faisais, donc ça m'a donné envie de continuer en thèse. Et alors, bah, c'est possible dans certains labos. Donc là, en l'occurrence, c'est à l'école des mines. Parfois, ils ont des recrutements pour des ingénieurs de recherche, mais très souvent, c'est temporaire. C'est pour un CDD de 1 an ou 2 ans maximum. Et après, en fait, vu que la recherche maintenant, c'est beaucoup de recherche de financement, dès qu'ils trouvent une source de financement pour payer une thèse, bah, ils vont quand même le proposer en priorité à des gens qui connaissent, qui ont une expérience dans le labo, donc soit en stage, soit en tant qu'ingénieur de recherche. Donc là, on va dire que j'étais bien placé pour... j'étais prioritaire pour avoir cette thèse chez eux, quoi. Ok. Après, voilà, je sais pas trop comment ça se passe dans les autres facs, enfin, dans les facs ou dans les autres labos, mais il y a pas mal ce système de CDD ingénieur de recherche à l'école des mines. Donc ça vaut le coup de regarder les offres qu'ils peuvent proposer aussi. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres questions? Bonsoir Mija. Bah, merci de ta venue. Merci pour l'association. Bah, je pense que tout le monde est content de voir qu'il y a une association de filière dans notre master et qu'on essaie de créer ce réseau, comme tu dis, ce réseau d'alumni qui permet d'échanger sur nos expériences et pouvoir trouver des stages de M2 plus facilement, typiquement, comme tu as pu le souligner. Et je pense que grâce à vous tous ici présents, on peut monter en puissance et développer dans les années futures ce réseau alumni et pouvoir du coup grandir et être au niveau, comme on dit, des autres écoles d'ingé. Bah, merci pour ce remerciement. J'étais pas seul, on était là, enfin j'imagine, enfin là faut rendre hommage aux autres parce que du coup on était quand même plusieurs étudiants motivés à cette époque-là. En plus, pas seulement dans ma spécialité, on était plusieurs dans ma spécialité, mais aussi dans d'autres. Et c'est aussi grâce à, alors je sais plus si c'est Bruno Gas qui est encore le directeur du master. Oui, c'est toujours lui. Ah bah, c'est aussi grâce à lui parce que c'est lui qui nous a mis en contact et qui a dit bon, s'il y en a qui sont motivés, on peut essayer de faire quelque chose et puis voilà, quoi. D'accord. J'avais une question pour Pierre. Ouais, vas-y. Tu avais dit que tu faisais une thèse avec Roboté, c'est ça? Ouais. En fait, il y a quelques jours, je suis allé voir sur leur site et je trouvais pas beaucoup de choses parce que je suis allé voir s'il y avait s'ils proposaient des offres de stage, mais il n'y a pas grand-chose, enfin il n'y a rien. Et en fait, je voulais savoir, est-ce qu'ils proposent, si on fait une candidature spontanée, est-ce que ils pourraient accepter? En fait, c'est assez étonnant ce que tu me dis parce que je pensais justement qu'il y avait une section stage parce qu'on en a recruté. Peut-être moi qui ai mal cherché. Dans les 3 derniers mois, là, il y en a 5-6 qui sont arrivés. Ok, peut-être c'est moi, je me suis trompé Attends. Je te mets mon mail en conversation et tu peux m'envoyer ta candidature et je la transmettrai si tu veux. D'accord, merci. Je t'en prie. T'es en quoi comme master? Je suis en M1 SAR robotique. Vous faites quoi en SAR? Excuse-moi, je ne suis pas spécialisé en master d'électronique. La mention, non, c'est la mention robotique, automatique robotique. Ok. Et c'est le parcours système avancé robotique et qui est né il y a seulement 1 an, je crois. Ok. Et c'est super intéressant, ouais. Je vais en parler. Attends, mais ça m'étonne quand même sur le site qu'il n'y ait pas les offres. Ok. Moi, j'ai mal cherché. Non, mais t'inquiète, comment t'es tombé sur cette société? Parce que franchement, c'est quand même pas trop connu. On est 5-6. C'était, j'ai tapé des mots-clés et je suis tombé là-dessus, par hasard. Ok, très bien. Y aurait-il d'autres questions pour nos alumni? Je regarde rapidement le chat. Donc, non, il n'y a rien. Oui.
Je t'en prie, Fred. Salut tout le monde. Donc du coup, comme Benoît n'est pas là aujourd'hui pour présenter son parcours d'alumni en SAR, en robotique, donc du coup, je vais me présenter. Je suis récemment diplômé, en fait. Moi, c'est Frédéric Trad. Du coup, j'ai fait une licence mécanique à Pierre et Marie Curie, enfin quand ça s'appelait encore Pierre et Marie Curie. Donc du coup, ensuite, j'ai enchaîné avec un master de robotique. Donc je ne sais pas s'il y a des gens dans robotique actuellement ici, à part Vivien, il me semble. Voilà, j'ai pas de slide à vous présenter parce que c'est un peu à l'arrache pour moi là. Et du coup, par rapport à mes stages, j'ai fait 2 stages complètement différents en fait en robotique. On a un parcours, le master de robotique a changé l'année dernière, il me semble. Il y a une restructuration en fait. Le master a été refait de fond en comble parce que les roboticiens avant 2019 c'était pas du tout le même programme. Donc il y a des choses qui se ressemblent, mais par rapport à l'intelligence artificielle et toutes les autres choses, il n'y avait pas ça avant. On avait fait beaucoup de mécanique, donc même jusqu'en M1 je faisais encore de la mécanique des milieux continus alors que j'étais censé me spécialiser directement en robotique. J'ai beaucoup de contrôle et d'automatique, donc ça c'est des bases de la robotique qui restent. Et en M2, j'ai décidé de me spécialiser en réalité virtuelle, du coup. Mais au final, j'ai pas continué dedans. Donc en fait, mon premier stage, j'ai fait un stage de robotique spatiale au Japon, dans un laboratoire de robotique spatiale à Tohoku, à l'université de Tohoku, donc c'est au nord du Japon, à Sendai. Et j'ai passé 3 mois là-bas. Donc voilà, on a bossé sur un prototype de robot lunaire. Donc la mission est prévue pour 2022. Enfin voilà, avec le Covid, tout ça, bon, ça a un peu retardé. Mais du coup voilà. Et ensuite, quand je suis revenu en fait, j'ai effectué un stage de M2 chez Dassault Systèmes. Donc là, c'est complètement différent. J'ai fait du développement de logiciels en C++ pour de la réalité virtuelle. Donc là, j'ai fait pas mal de trucs en réalité virtuelle. Donc voilà, des choses d'expérience utilisateur, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Et là, actuellement, du coup, j'ai rebifurqué en robotique. Du coup, là, je suis ingénieur de recherche à KTH en Suède, donc à la Royal Institute of Technology, donc à Stockholm. Et on bosse sur actuellement des drones. En fait, c'est pour la localisation et la navigation de drones dans des environnements où le GPS n'est pas utilisable, en fait. Donc voilà, donc il y a beaucoup de termes techniques comme le SLAM, Monocular Stereo Vision, enfin des trucs comme ça. Enfin, moi, je bosse du côté Computer Vision, donc du coup, perception, vision du robot. J'ai des collègues qui travaillent sur le côté contrôle automatique, etc. et l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc en gros, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc je suis fraîchement alumni. Si vous avez des questions, voilà. Merci Fred. Juste, je voulais rebondir, Frédéric, donc tu étais en SAR. Du coup, vous êtes les premiers, vous êtes les premiers à être diplômés dans ce master. Non, en fait, la spécialité SAR existe depuis pas mal de temps. En fait, je pense que ça a été. Je pensais que c'était ça venait d'être mis en place. Non, en fait, il y a un nouveau master qui s'est mis en place. Mais tu as raison, hein, parce que ton master est nouveau. Comparé à tout ce qu'on a eu avant, nous, c'est vraiment un autre master de robotique qui est sorti. Donc, tu as raison, c'est pas le même master. Mais les fondations sont les mêmes. Et ce que vous faites actuellement, pour être franc avec toi. Donc ouais, très grosse mise à jour. Mais juste, il y a encore, au premier semestre, il y avait encore de la mécanique des milieux continus. Après là, j'en fais plus. Ouais, mais je vois. En fait, nous, mon premier semestre, j'ai eu une seule UE de robotique, en fait, de M1. Donc, pour tout te dire, j'avais, je crois que c'était capteur et système embarqué, et je crois que c'est ça, en fait, et automatique, mais c'était une double UE. Donc, du coup, et tout le reste des UE, j'avais traitement de signal, j'avais méthode NUM,
J'avais mécanique des milieux continus. J'avais des trucs, ça me sert plus trop à rien. Voilà, donc en fait, tout mon premier semestre était full mécanique à peu près. Et mon deuxième semestre a commencé à me spécialiser, mais pas autant en fait. On faisait pas de développement C++, par exemple. Tu vois, ça, je devais apprendre moi-même. Python, on en a vu au deuxième semestre. En un mois, on a dû faire un projet, tu vois, par exemple. Donc, même l'intelligence artificielle, on n'en voyait pas. Genre, pour nous, c'était inconnu jusqu'à la fin de notre diplôme. Genre, on était diplômés et là, on découvrait l'intelligence artificielle. Genre. Donc, du coup, pour te dire que, voilà, honnêtement, ils ont bien fait de faire une mise à jour par rapport à ça. Donc, c'est pour ça, tu vois, récupérer des témoignages de personnes, en fait, qui ont fait, entre guillemets, la frontière entre le nouveau et le premier master, je trouve ça plus intéressant que des gens, genre des anciens, quoi. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Ouais, merci pour ces infos. Pas de souci. Et je tenais à remercier déjà tous les intervenants. Amir Sina, Théo, Cécile, Pierre, Mija. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre disponibilité. Avec plaisir. Super. Avec plaisir, merci à vous. Donc là, hop, on va pouvoir faire la photo. Tac, tac, tac. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Hop, un petit sourire. Voilà. C'est parfait. Eh ben, Anna, le mot de la fin? Ok, du coup, s'il n'y a pas de questions, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont été présentes avec nous ce soir et surtout les intervenants. Merci à vous et puis j'espère que ça sera une première rencontre d'une longue série cette année.